Il est presque impossible de regarder ces photos sans ressentir un léger frisson. Il y a quelque chose qui ne va pas dans celles-ci. Plus on les analyse, plus le malaise grandit. Les plans n'ont aucun sens et le nombre de photos non plus. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui reste hors de focus? Qu'y a-t-il derrière? Qu'est-ce qui se cache dans l'ombre? Pourquoi quelqu'un prendrait-il de telles photos? Simple erreur ou y avait-il un but? Lisa, tout simplement. Que cachent ces clichés? Les questions se multiplient. C'est encore plus troublant lorsqu'on découvre que ces photos sont les dernières preuves laissées par deux femmes qui, quelques mois plus tard, seraient retrouvées de la pire façon possible. Mais ne brûlons pas les étapes. Il y a plus de 10 ans, deux jeunes touristes néerlandaises ont disparu dans le cœur vert du Panama. Une simple randonnée sur un sentier populaire est devenue l'un des plus grands mystères d'Amérique latine. Avec le temps, la jungle a offert divers indices, un sac à dos intact, des vêtements et même des ossements. Mais les réponses ne sont jamais vraiment apparues. Que s'est-il passé entre leur dernière apparition et la découverte de leurs affaires? Que sait-on de leurs dernières heures, en tenant compte de ce qui est arrivé entre les mains des médecins légistes? Qui sont les personnes qui ont parlé avec les filles avant la fin tragique? Que dit le verdict officiel? Pourquoi? Beaucoup pointent du doigt un sombre complot orchestré par des gens puissants. Qui sont les principaux suspects pour ceux qui n'adhèrent pas à l'idée d'un accident? Quelles autres morts survenues plus tard dans la région renforcent l'idée qu'il y a des personnes qui en savent bien plus qu'elles ne le disent? Nous sommes à nouveau confrontés à une affaire qui demeure latente et réclame parfois l'attention mondiale. Les proches des victimes continuent d'apparaître dans les médias pour souligner qu'ils sont certains que la vérité est encore loin d'émerger. Pour comprendre les détails de toute l'affaire, il va être nécessaire que nous nous plongions dans les aspects les plus sombres de l'affaire des Hollandaises disparues au Panama. Dans le paisible village d'Amersfoort, situé dans la province d'Utrecht, aux Pays-Bas, deux amies partagèrent des rêves et une routine simple qui les préparait à ce qu'elles décrivaient comme leur grande aventure. En 2014, Chris Kremers, 21 ans, était une jeune femme rayonnante. Ses proches n'hésitaient pas à la décrire comme créative, extravertie et profondément responsable. Elle venait de finir ses études en éducation socio-culturelle, spécialisée en art, et était impatiente de découvrir la suite de sa carrière. Des préoccupations similaires touchaient sa colocataire, Lisanne Froome, 22 ans diplômée en psychologie appliquée à Deventer. Elle était optimiste, intelligente et passionnée de volley-ball, un sport qui l'avait accompagnée durant toutes ses années d'études universitaires. Les médailles remportées dans cette discipline lui avaient valu la réputation d'une fille persévérante et ses collègues lui prédisaient un avenir brillant. En plus d'être très professionnelle et exigeante envers elle-même, la jeune femme avait de l'instinct et savait suivre ses intuitions. C'est pourquoi elle avait proposé à Chris de vivre ensemble et elle ne s'était pas trompée. Elles formaient une bonne équipe et se soutenaient face aux défis quotidiens. Le fait de pouvoir compter l'une sur l'autre rendait cette nouvelle vie indépendante qu'elles avaient commencée après le lycée beaucoup plus agréable et plaisante. Les filles s'étaient rencontrées parce qu'elles avaient toutes les deux trouvé un emploi dans un café-restaurant appelé Inder Kleinen Hub. Là-bas, entre discussions et rires, pendant leur moment de pause, elles ont commencé à forger une amitié. Elles partageaient un humour, des intérêts et, après quelques discussions, ont découvert des aspirations similaires pour l'avenir. Pour le dire autrement, se rencontrer leur avait fait se sentir beaucoup moins seules, pas seules. Réussir tous les partiels dans les temps tout en assurant leurs besoins financiers avait été gratifiant, mais épuisant. Avant de passer au niveau suivant, les filles étaient d'accord pour dire qu'elles avaient besoin d'une activité qui les aiderait à s'aérer l'esprit. C'est ainsi qu'elles ont commencé à élaborer un plan. Elles voyageraient à des fins récréatives, mais aussi pour approfondir leurs engagements envers leurs carrières respectives et leur vie d'adulte. Elles voulaient apprendre des langues, aider les enfants dans le besoin et s'ouvrir à d'autres cultures pour s'imprégner de nouveaux savoirs. Elles savaient que les livres étaient essentiels mais insuffisants. Elles cherchaient des expériences directes pour avoir une vision plus ouverte et moins académique de leur environnement.
Elles voulaient tracer leur chemin et laisser une empreinte marquante dans le processus. Avec cela en tête, elles ont déplié une carte devant elles et ont pris une décision. Elles iraient vers le Panama. La destination n'était pas choisie au hasard. Elles connaissaient la route, leur famille étant habituée au tourisme et à l'aventure. Alors, qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Ils ont porté un toast à cette décision, heureux des opportunités qu'ils imaginaient. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. L'année qu'ils croyaient sabbatique allait se terminer de façon sanglante et brutale. Les amies ont d'abord fait les comptes. Elles ont compris qu'elles devaient économiser 6 mois pour financer leur voyage. Beaucoup de jeunes qui planifient des voyages voient tout s'effondrer à cette étape du processus. Parfois, il est difficile d'être constant, surtout lorsqu'on a un emploi peu stable et qu'on est un adolescent envahi par d'innombrables stimulations du monde extérieur. Cependant, Chris et Lisa sont restés concentrés et n'ont jamais douté ni hésité à aucun moment. Pendant 6 mois, ils se sont isolés, ont réduit leurs dépenses et investi toutes leurs ressources et énergie mentale dans la suite. Ils ont aussi pu organiser des collectes de jouets et vêtements. Ils visitaient des écoles avec des enfants vulnérables et ne voulaient pas arriver les mains vides. Leur plan, loin de s'estomper avec le temps, s'est renforcé et est devenu de plus en plus complexe. Chris et Lisa étaient ambitieuses et passaient des nuits entières à tout noter. Les endroits qu'elles visiteraient, où elles logeraient et comment elles se déplaceraient d'un endroit à l'autre. Elles ont recherché des plats typiques et étudié des cartes postales. Leur famille montrait une inquiétude inhabituelle à l'idée que les filles partiraient aussi longtemps dans un endroit si lointain. Elles devaient aussi reconnaître qu'il s'agissait de 2 jeunes filles respectueuses, des règles et responsables. Aucune des 2 n'avait jamais eu de graves problèmes avec l'autorité et elles n'avaient jamais causé de gros soucis à leurs parents. Tout indiquait qu'elles devaient se détendre et faire confiance au fait que les choses iraient bien. Sauf que non, ça ne se passerait pas bien. Pas du tout bien. Le 15 mars 2014, Chris et Lisa ont décollé pour l'Amérique centrale. Après 2 semaines de voyage à travers divers paysages, elles sont arrivées à Boquete, village entouré de caféiers et de nuages, où, dès le 29 mars, elles ont logé chez une famille locale. Sans se presser ni s'arrêter, elles rendaient leurs rêves tangibles. Il est vrai que les choses avaient rencontré quelques contretemps. Leurs agendas ont dû être réorganisés à cause d'une erreur logistique, avec l'un des lieux qui était censé les accueillir en premier lieu. Ces imprévus les ont déconcertés et un peu découragés, comme elles l'ont consigné dans leurs journaux et en communiquant avec leurs proches. Elles ont vite tiré leur premier enseignement du voyage. Parfois, les choses ne dépendent pas de soi. L'essentiel est de s'adapter. Qu'ont-elles fait alors? Chris et Lisa ont profité de ces jours pour s'amuser à Boquete. Chaque jour était un mélange d'apprentissage, de rires et de petits défis linguistiques. Personne n'imaginait que ces jeunes femmes souriantes et ambitieuses allaient bientôt devenir les protagonistes d'une histoire digne d'un film d'horreur. Mardi 1er avril 2014. Le matin s'est levé clair à Boquete, avec une brise fraîche entre les montagnes avant que la brume ne se dissipe. Chris et Lisanne ont pris le petit déjeuner. Certains affirment qu'elles l'ont fait avec 2 jeunes Néerlandais rencontrés lors de sorties. D'autres disent qu'il est vrai qu'elles n'étaient pas seules, mais qu'elles n'étaient pas avec d'autres touristes, mais plutôt avec des gens de la région. Nous reviendrons plus tard sur ces possibilités. À un certain moment de la matinée, les amis se sont dirigés vers un sentier qui leur promettait de belles vues et la possibilité de marcher et de discuter tranquillement. On a dit que le chien d'un restaurant local, un bâtard amical nommé Bleu, s'est joint à elles au début de la promenade. Dès lors, les contradictions se multiplient dans l'affaire. Tant les membres de la famille que les autorités et les témoins ont commencé à présenter des témoignages changeants au fil des années. Un premier élément controversé fut le taxi qui les a conduits jusqu'à l'endroit exact où la marche allait commencer. Le chauffeur de ce taxi mentionnerait des horaires qui ne coïncidaient pas avec d'autres preuves indiquant l'emplacement réel des jeunes filles. Est-ce de simples erreurs de calcul ou une manipulation de l'information dès le départ? Les amis ne cherchaient pas à faire une expédition risquée ou longue, du moins en apparence. L'idée était de parcourir le sentier El Pianista, un chemin populaire parmi les visiteurs pour la possibilité d'apercevoir le Continental. Dit vide,
une ligne qui sépare les bassins de l'Atlantique et du Pacifique. Le parcours habituel de quelques heures commence à un point proche de la route principale et monte jusqu'à un belvédère naturel, puis revient par le même chemin. Il s'agit d'un sentier de difficulté modérée, et rien ne laissait penser à Lisa et Chris que les choses pourraient se compliquer. En milieu de matinée, les filles ont été vues pour la dernière fois aux alentours du début du sentier. Le début du chemin est large, dégagé, bordé de végétation luxuriante et de plantations de café. Plus haut, le sentier se rétrécit, le sol est couvert de boue et de racines, et le chant des oiseaux se mêle au murmure lointain des ruisseaux. Il faut noter que les journées à Boquete sont courtes. À 18h30, l'obscurité s'installe déjà avec un poids presque physique dans la jungle, et les sons changent. Les grillons et les grenouilles remplacent les oiseaux, et l'humidité devient froide sur la peau. C'est pourquoi il était un peu déconcertant que, à 19h, Lisa et Chris ne soient pas apparus. Elles n'avaient pas non plus communiqué avec qui que ce soit. On dit que le chien qui les accompagnait est revenu, mais seul. Bien que peu habituel, personne au village n'a donné l'alerte tout de suite. La famille d'accueil, sans contrôle strict des horaires, pensait que les jeunes filles avaient profité pour poursuivre l'aventure ailleurs. Après tout, il s'agissait d'adolescentes très sociables, qui avaient toujours envie de continuer à explorer. Et si elles s'étaient liées d'amitié avec d'autres personnes et avaient improvisé une autre sortie, et si ensuite elles étaient allées dans un bar? Pourquoi cela ne pourrait-il pas être une possibilité? Au moins cette fraternisation. Ce sont les excuses que la famille d'accueil présenterait devant la justice quelques jours plus tard. Pour certains, leur inactivité durant ces premières heures après la disparition de Chris et Lisa est plus que suspecte et mérite d'être prise davantage en compte. Quoi qu'il en soit, l'inquiétude réelle a commencé à grandir lorsque les deux Hollandaises ne se sont pas présentées à un rendez-vous qu'elles avaient le lendemain matin. Avec un guide local nommé Feliciano, ce guide serait le premier à mettre le nom des filles sur le radar. Il deviendrait plus tard une autre des pièces complexes de ce puzzle. L'essentiel à retenir est ce que le 2 avril, la vie à Boquete continuait normalement. Sans se douter qu'à un moment donné, entre la montagne et la rivière, deux jeunes femmes cherchaient désespérément un moyen de revenir. Le silence autour d'elles avait déjà commencé et allait durer plusieurs jours, jusqu'à devenir un vide inquiétant. Lorsque les familles de Chris et Cyr ont reçu la nouvelle que leur fille n'était pas rentrée, elles n'ont pas perdu de temps. Des appels ont été faits aux ambassades et des protocoles internationaux activés. Le 3 avril, l'inquiétude régnait déjà sur les deux continents et le 6 du même mois, l'alerte était officielle. La police panaméenne, des unités cynophiles et des volontaires ont commencé à parcourir sentiers, ruisseaux et communautés voisines. Des affiches à leurs effigies ont été collées dans des magasins, auberges et sur des poteaux électriques à Boquete. Les recherches, d'abord intenses, ont vite été freinées par la géographie locale. La jungle de Chiriquí ne se laisse pas facilement explorer. Les sentiers se divisent et s'effacent. La végétation engloutit tout, et le terrain peut passer d'un sentier bien tracé à un ravin escarpé en quelques mètres. Brouillard, pluie et chaleur formaient un triangle contrarié à tout pistage prolongé. Au fil des semaines, l'espoir d'une découverte immédiate s'estompa peu à peu. À la mi-avril, la recherche officielle a diminué. Cependant, les familles et les spécialistes néerlandais étaient toujours au Panama, coordonnant avec des guides locaux, examinant des cartes et des itinéraires alternatifs possibles que les jeunes filles auraient pu emprunter. 2 mois après le 14 juin 2014, une femme indigène, Ngave Buglé, qui vivait dans la région d'Alto Romero, est sortie laver des vêtements. Près de la rivière Culubre, parmi pierres et branches, elle a aperçu un sac à dos bleu aux détails noirs, étranger au paysage. Elle l'a ramené à sa communauté. De là, elle a été remise à la police et il a été confirmé que c'était celle que Lisa et Chris avaient au moment de monter dans le taxi. De repos, à la cuillère de larmes. Le sac à dos fut la première trouvaille concrète après des semaines de vide, un objet intact refusant de livrer toute l'histoire. Les familles, en la voyant, ont ressenti un soulagement d'avoir un objet appartenant aux filles disparues, mais elles ont aussi vécu un nouveau choc d'incertitude. Comment cela était-il arrivé là? Qui l'avait placé si soigneusement près de la rivière?
À l'intérieur, il y avait une photo figée du voyage, 2 paires de lunettes de soleil, 2 soutiens-gorge, une bouteille d'eau, 83 $ en espèces les passeports, l'iPhone de Chris, le Samsung Galaxy de Lizam et un appareil photo numérique Canon PowerShot. Tout était sec et en bon état, comme si cela n'avait pas passé des semaines dans l'humidité de la jungle et de la rivière. D'après les relevés ultérieurs extraits de leur téléphone, vers 16h39 le même jour où ils s'étaient engagés dans le Pianista, la première tentative pour demander de l'aide a été effectuée. Lizam a appelé le 911 sur son Samsung, tandis que Chris a composé le 112 sur son iPhone. Le numéro d'urgence équivalent de leur pays. Malheureusement, aucune des deux n'avait de signal dans cette zone. On ne sait pas exactement où elles ont passé cette première nuit. Ce que l'on sait, c'est que les tentatives de contact ont continué le lendemain, toujours sans réussir à obtenir de signal. Les derniers allumages intermittents suggèrent qu'au moins un des appareils a été utilisé jusqu'au 11 avril, soit 10 jours après la randonnée initiale. On a aussi appris que les appels d'urgence provenaient d'une personne n'ayant pas réussi à déverrouiller le schéma du téléphone. Qu'est-ce que cela signifiait? Seuls des appels vers les numéros d'urgence ont été enregistrés. Aucun n'a été tenté vers sa famille, alors qu'ils se parlaient quotidiennement. Pourquoi l'utilisateur du téléphone n'avait-il pas pu le déverrouiller? Les nerfs. Cela expliquerait quelques échecs, mais les analyses montraient autre chose, non? Alors, quelqu'un d'autre que le propriétaire de l'appareil avait-il essayé de l'utiliser? Si c'était le cas, cela signifiait-il que les filles n'étaient pas seules? Cela voulait-il dire que peut-être l'une d'elles essayait d'utiliser le téléphone portable de l'autre? Ces données, reconstituées plus tard par des experts, sont l'une des rares certitudes temporelles qui permettent d'imaginer le moment où la promenade a pris fin. Et s'est transformée en un problème sérieux. Les questions augmentaient en nombre, mais aussi en profondeur. Lorsque les enquêteurs ont téléchargé le contenu de l'appareil photo qui se trouvait dans le sac à dos, ils ont trouvé plus d'une centaine de photos, et plusieurs raisons pour que l'énigme monte d'un cran. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Les premières photos du 1er avril montrèrent les filles souriantes sur le sentier, posant sur des belvédères et près de ruisseaux en plein jour. Mais ensuite, à l'aube du 8 avril, une séquence de 90 images, prises dans l'obscurité totale, montrait des objets et des environnements à peine éclairés par le flash. Des branches, des pierres, ce qui semblait être une partie de la tête de Chris, une ceinture suspendue sur un rocher, des sacs plastiques instantanés qui, au lieu d'éclaircir la situation, ajoutaient du mystère et une certaine dose de trouble à l'affaire. On a également découvert qu'une photo, précisément la photo charnière, celle qui aurait dû se trouver entre les photos joyeuses et les photos troublantes, avait été effacée depuis un ordinateur. Mais comment cela pouvait-il être possible? Qui avait fait disparaître cette image et pourquoi? Et au-delà de cela, que signifiaient toutes ces images prises dans l'obscurité? Est-ce que quelqu'un les avait prises, perdues dans la forêt, pour essayer de donner des signaux? Avaient-elles été prises pour tenter d'éclairer le chemin? Avaient-elles été prises par accident? Plus important encore, avaient-elles été prises par les filles? La découverte du sac à dos en juin 2014 avait relancé l'enquête, mais ce qui est venu ensuite a ajouté une couche d'incertitude encore plus épaisse. Le sac à dos bleu a relancé de nouvelles recherches, cette fois près de la rivière Culubre, peu de temps après la découverte de Jean, propriété de Chris. Ils étaient soigneusement pliés et posés sur un rocher en amont de la rivière. Qui jouait avec les enquêteurs? Comment se faisait-il que les indices apparaissent ainsi, comme s'ils avaient été placés là par magie? De plus en plus désespérés, les familles ont offert une récompense d'environ 30 000 $ pour toute information menant à la localisation des jeunes femmes. Une incitation qui a attiré des habitants et des chercheurs privés. Cette récompense a également été au centre de certains soupçons. En effet, à peine la récompense annoncée, un guide local, familier des courants et des accès de la région, a trouvé ce qui serait considéré comme la piste la plus troublante. Une chaussure de sport bleu de marque Merrell, à l'intérieur, encore protégée par le tissu, se trouvait un pied humain. La chaussure semblait être à Lisanne Froome.
Quelques semaines plus tard, dans la même zone de la rivière, de nouveaux indices ont commencé à apparaître. Et qui a été l'une des personnes chargées de les trouver? Le déjà mentionné Félicien. Oui, le même individu qui avait donné la première alerte. Parmi les pierres humides et la végétation basse, un fragment de bassin est apparu, accompagné d'autres restes osseux dispersés. Au total, 33 fragments d'os seraient récupérés, la plupart petits et fragiles, comme si le temps et l'environnement s'étaient chargés de démembrer l'histoire. Les analyses acides désoxyribonucléiques ont confirmé ce que tout le monde craignait. Ils appartenaient aux Hollandaises disparues. Mais c'est l'état des restes qui a suscité de nouveaux doutes. Reste la selva. Les os associés à l'isane semblaient avoir subi un processus naturel de décomposition dans la jungle. Ils conservaient une certaine humidité et même des traces de tissu. Ceux de Chris, en revanche, étaient blanchis, comme s'ils avaient été exposés au soleil ou à un processus qui aurait accéléré leur usure. Un médecin légiste panaméen a suggéré qu'il pouvait s'agir d'une décomposition différentielle causée par des facteurs environnementaux. Mais d'autres spécialistes, y compris des consultants néerlandais, c'était frappant et difficile à expliquer uniquement par la nature. Il n'y avait ni coupure, ni marque d'armes, ni signes évidents de violence à la surface de l'os. Du moins, pas dans ce qui a pu être analysé. Il n'y avait pas non plus moyen de savoir si les jeunes filles étaient mortes le même jour ou si l'une d'elles avait survécu plus longtemps. Les courants du culubre pouvaient entraîner des objets et des restes humains sur des kilomètres, mais la disposition des preuves semblait plus ordonnée. Le chaos de la jungle peut permettre, en criminologie, que l'endroit où l'on trouve un corps, ses parties, soit aussi révélateur que le corps lui-même. Et dans ce cas, les positions, l'état et le moment de chaque découverte dessinaient une carte incomplète que chaque observateur interprétait à sa manière. Les détectives locaux ont parlé d'animaux charognards, même s'ils ont été incapables de donner plus d'arguments pour étayer cela. Pour les familles, chaque fragment retrouvé était un coup dur. Ce n'étaient pas les retrouvailles qu'ils avaient imaginées en se rendant au Panama, c'était plutôt une confirmation partielle. Les filles n'étaient plus en vie, mais l'histoire de la façon dont elles en étaient arrivées à leur fin restait encore à écrire entièrement. Et tandis que les autorités maintenaient l'hypothèse d'un accident comme explication officielle, des voix à l'intérieur et à l'extérieur du Panama commençaient à affirmer qu'il y avait autre chose. Des détails qui ne collaient pas, des enchaînements de faits improbables et un schéma de découverte trop étrange pour être attribué uniquement au hasard. La récupération du sac à dos, des photos et des ossements donnait déjà une chronologie minimale à l'histoire. Cependant, le récit officiel et les soupçons populaires ont pris des directions différentes. Comme nous l'avons dit, certains enquêteurs et une partie de l'opinion publique ont penché dès le début pour l'hypothèse la plus simple, un accident. La jungle panaméenne, belle et luxuriante, pouvait se transformer en quelques minutes en un piège mortel pour quiconque ne connaissait pas ses sentiers et ses caprices. On a envisagé que les deux jeunes femmes aient pu se perdre lors de la randonnée, quittant le sentier du pianiste pour des zones moins fréquentées. La géographie accidentée, les changements brusques de climat, les crues des rivières et l'impossibilité de trouver des points de repère clairs auraient pu les isoler. Sans nourriture, sans abri, luttant contre l'épuisement et les blessures. Les appels d'urgence restés sans réponse ont renforcé pour certains l'idée qu'elles étaient vivantes mais piégées et que personne n'est arrivé à temps. Mais l'hypothèse de l'accident ne convainquait pas tout le monde. C'est ainsi qu'est née la théorie d'une troisième personne. Un guide, un inconnu ou quelqu'un qu'elles auraient croisé et dont le rôle dans le dénouement restait encore entouré de mystères. Les filles avaient-elles été prises en embuscade et, par conséquent, assassinées? À Boquete, comme dans tout site touristique, le flux constant de visiteurs s'accompagnait de rumeurs de vols, d'agressions et de situations qui n'étaient pas toujours relayées par la presse. Cependant, aucune preuve solide de violence sexuelle ou physique délibérée contre elles n'a jamais été présentée. Et la police a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucun signe concluant d'une agression. Parmi les hypothèses les plus techniques, certains experts ont envisagé un scénario intermédiaire, un accident initial qui a entraîné une lente chaîne de complications.
L'une d'elles aurait pu se blesser en traversant une rivière ou en descendant une pente, laissant à l'autre la charge de chercher de l'aide. Cela expliquerait pourquoi, à certains moments, un seul des téléphones a été allumé ou manipulé. La longue série de tentatives d'appel, entrecoupées de jours sans activité, pourrait s'expliquer par l'espoir de trouver du réseau ou par de simples essais périodiques pour voir si cela fonctionnait. Sans rien d'autre à faire, les familles des deux ont accepté publiquement et le cœur brisé le rapport officiel, même si elles n'ont jamais cessé de souligner qu'il y avait des aspects qui ne collaient pas tout à fait. En réalité, les théories restent vivantes et non closes. Impossible de reconstituer avec certitude les dernières heures des touristes néerlandaises. L'espace pour les conjectures restera aussi fertile que la jungle elle-même, là où tout s'est passé. Et la théorie qui a le plus gagné de terrain dans la sphère virtuelle ces dernières années est celle qui tourne autour du guide déjà mentionné, appelé Feliciano. La première image que beaucoup évoquent est celle d'un homme de la campagne, tanné par la pluie tropicale et le soleil hondurien, avec des bottes en cuir et une machette pendue à l'épaule. On a dit que ce matin du 1er avril 2014, Chris et Lisanne avaient eu un certain type de contact avec lui. Le guide était une figure reconnue à Boquete, surtout pour ceux qui exploraient au-delà de l'ordinaire. Il semble que Feliciano ait proposé aux filles une randonnée de 2 jours avec une nuit dans sa cabane en forêt. C'est quelque chose qu'elles ont refusé, invoquant des dépenses et des engagements académiques dans leurs cours d'espagnol. Le lendemain, les jeunes ne venant pas à la visite prévue, Feliciano s'est rendu à leur maison de bénévoles. Plus tard, on a appris qu'il a ouvert la porte, inspecté la chambre et constaté qu'elle n'avait pas dormi là-bas. Comme nous l'avons mentionné, c'est lui qui a alerté les autorités et lancé la recherche. Peu de temps après, et comme nous l'avons également vu, il a joué un rôle actif, voire central, dans l'enquête. Il a indiqué des zones aux détectives et a participé à la localisation de fragments osseux. Cela a fait de lui un élément central dans le récit. Un guide qui avait perdu le contact avec ses clientes et qui, en même temps, avait aidé à les retrouver. Ce rôle a suscité des controverses. Pour certains, sa coopération semblait sincère. Les défenseurs de Feliciano ont souligné le temps qu'il avait consacré et l'aide efficace qu'il avait apportée lorsque l'affaire s'était refroidie. Ils l'ont désigné comme le lien naturel entre autorité, communauté et enquêteurs. Et ils ont estimé que sa sagesse avait été vitale pour retrouver des preuves qui autrement seraient restées cachées. Même les médias internationaux ont abordé ce dilemme avec prudence. Certains, après avoir discuté avec lui et d'autres de Boquete, ont précisé que le guide n'était pas présent sur le sentier le jour de la disparition et que ses actions étaient celles d'un professionnel qui essayait d'aider dans une situation critique. Mais pour d'autres, il était vraiment suspect. Ils ont même établi un parallèle troublant lorsque des commentaires de touristes ont fait état d'une certaine attention inappropriée envers des femmes européennes de la part de cet homme. D'après certains témoignages, Feliciano était colérique et blagueur. Il plaisantait en disant qu'il couperait les jambes des touristes les plus paresseux avec sa machette. Des détails qui, bien que sans fondement probant, ont alimenté les rumeurs contre lui. Sans parler du fait que ces découvertes avaient été faites au moment opportun, toutes réalisées après que les familles eurent offert la généreuse récompense. Dans une interview en 2022, l'homme a raconté comment les accusations l'avaient conduit à recevoir des menaces et des attaques sur les réseaux sociaux. Et même le boycott d'hôtels et d'opérateurs touristiques occasionnels, à Boquete, affectant sa réputation et celle de sa famille. Les eaux se divisaient de façon implacable. Qui disait la vérité? Ce que tout le monde n'a pas su, c'est qu'en réalité, les yeux des enquêteurs privés n'étaient pas seulement tournés vers Feliciano, mais aussi vers son fils. Des enquêteurs. À Boquete, où les sentiers s'entrelacent, telles les veines d'un ancien organisme, circulent des histoires nées au grand jour et nourries dans la pénombre. L'une d'elles tourne autour de Tito, le fils de Feliciano, le guide qui a tant aidé et qui a aussi suscité des soupçons après la disparition de Chris et Lisanne. Selon la publication du podcast Perdu au Panama, des sources de la communauté racontent que quelques jours avant ce 1er avril 2014, les jeunes femmes auraient été en contact avec un groupe de jeunes de Boquete. Dans ce groupe se trouvait Tito,
ainsi que d'autres figures connues sous les noms de Murgas, Sabrosón et El Cuervo. La version qui entoure cette rumeur est clandestine dans son ton et fragmentaire dans ses détails. On dit que Chris et Lisanne étaient dans une discothèque locale à un moment donné, qu'ils ont passé une soirée avec ces individus, puis qu'ils sont partis sur le sentier. La théorie suggère que des membres de ce groupe ont pu demander aux chauffeurs de taxi des informations à leur sujet avant qu'elles ne s'enfoncent dans la forêt. Pianiste. Cette rumeur repose difficilement sur des preuves formelles. Il n'existe aucun registre public, aucune plainte officielle, ni aucune déclaration judiciaire confirmant la participation de Tito aux événements. Aucun document ne le place près du sentier ce jour-là. La narration circule principalement dans des espaces non académiques ou journalistiques, alimentés par des conversations entre voisins ou des témoignages anonymes recueillis par des médias spécialisés dans la reconstitution de l'affaire. Et en réalité, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car lorsque l'on a tenté d'enquêter sur cet aspect, d'étranges morts ont commencé à se produire. L'homme dont le taxi a conduit Chris et Lisanne jusqu'au début du sentier d'où elles ne reviendraient jamais est mort quelques mois plus tard dans des circonstances suspectes. On dit qu'il avait essayé de modifier ses déclarations, comme s'il était prêt à désigner quelqu'un qui, jusqu'à ce moment-là, était resté dans l'ombre. En mars 2005, le chauffeur a été retrouvé sans vie dans les eaux de la station balnéaire Los Cangilones à Hualaca. Le rapport officiel relayé par les médias panaméens précise qu'après avoir mangé, il s'est jeté dans la rivière et est mort. Il n'y a pas eu d'explication pleinement satisfaisante à cette mort. De plus, ce n'était pas le seul écho sombre apparu. D'autres personnes liées à l'affaire seraient aussi décédées dans des circonstances obscures. Osman Valenzuela, un jeune homme qui a affirmé avoir vu les filles, a disparu 3 jours plus tard. Son corps a été retrouvé noyé. José Manuel Murga, associé à Osman, est mort dans un accident mystérieux 1 an plus tard. Pour sa part, Jorge Rivera Miranda a également été retrouvé noyé dans des eaux peu profondes. Quelques mois plus tard, il avait commencé à être désigné comme une personne prête à révéler une version secrète de l'affaire. Ces coïncidences, dans une région déjà sous tension, ont bouleversé la communauté locale et les familles aux Pays-Bas. Bien qu'aucun lien direct ne soit prouvé entre ces décès et Chris Lisanne, le récit officiel ne les a jamais clairement abordés. Simple coïncidence? Et si ce n'était pas le cas, que nous dit cet enchaînement subtil de décès? Est-ce que c'est la façon qu'a trouvé quelqu'un pour avertir les habitants des dangers de sortir du scénario? Quand cette information risquait de se propager, les médias ont avancé une théorie aussi infondée, mais suscitant plus d'empathie. On a parlé de cannibalisme, que les filles avaient été enlevées et abusées par une tribu qui n'avait eu aucune pitié pour elles. Le préjugé contre ces peuples autochtones a attisé cette accusation. Et pendant des mois, ce titre, attirant par le sensationnalisme qu'il impliquait, a relégué au second plan la série de morts mystérieuses. La jungle de Boquete, avec son feuillage dense et ses sentiers, recèle de nombreux secrets. Parmi eux, l'histoire de 2 jeunes filles venues pleines d'illusions, marquées ensuite par la tragédie et l'incertitude. Plus d'une décennie après cet avril 2014, les versions officielles, les théories alternatives et les silences gênants continuent de s'entrelacer dans un écheveau que personne n'a pu démêler complètement. Dans la région, certains habitants se souviennent encore de l'histoire comme d'un avertissement. Ils disent que la jungle n'oublie pas, qu'elle engloutit ce qu'elle veut et ne rend que ce qui lui convient. D'autres, plus sceptiques, soulignent que l'affaire a été mal gérée dès le début et que les preuves qui auraient pu éclaircir la vérité ont été perdues. Dans une mer d'erreurs et d'omissions ou de négligence et de complicité? S'il est vrai que Feliciano était impliqué, pourquoi l'ont-ils protégé? Pourquoi avait-il autant d'influence? Sa personnalité? Était-il le coordinateur d'une sorte de mafia dont les tentacules atteignaient les plus hautes sphères du pouvoir au Panama? Un fait loin d'être anodin est que, parmi les restes des touristes, on a également trouvé des ossements qui ne leur appartenaient pas. En fait, on ne sait toujours pas à qui ils appartenaient. Que se passe-t-il à ces coordonnées? Boquete serait-il un point névralgique pour la traite des êtres humains? S'agit-il d'une zone libre, pour que les malfaiteurs y commettent des actes vils? Des rituels, vraiment?
Les photos de Chris et Lisanne ont fait le tour du monde et gardent leur image vivante. Deux jeunes femmes souriantes, pleines de vie, sans se douter qu'un sentier touristique deviendrait un labyrinthe sans issue. De son côté, la jungle, silencieuse et humide, est toujours là, accueillant de nouveaux marcheurs. Qui peut-être ignore que sous ses racines et parmi ses ombres subsiste la trace d'une énigme que ni le temps ni la science n'ont réussi à résoudre complètement. Une trace qui nous rappelle que la nature est indomptable et que l'être humain peut avoir un côté bien plus sombre que ce que notre imagination peut concevoir. Une trace qui est la preuve irréfutable que certains chemins n'ont pas de retour. Aujourd'hui, ces photos continuent de provoquer l'insomnie chez ceux qui les regardent. Se mettra-t-il un jour à chercher le détail manquant, l'indice qui a été perdu pendant des années? Pourrons-nous un jour savoir ce qui se passait dans tous ces recoins qui n'étaient pas captés par la caméra? Mais surtout, et plus troublant encore, qu'ont vu Lisa et Chris avant de mourir.